Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Aide Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur dossier au babenga débat somo bandeko nangai o balubaka bandeko yindi pourquoi tozoloba parce que bandeko ba décision à Luanda boko yo kon émission oyo bako décrire yango très bien point moko na moko accord wana ndenge bakate ke ba sinyaki yango ya Luanda. Alors, 1-23, armée rwandaise va se contenter. Bango bazo mona le kolaki, donc bango va du échec quoi, parce que balobi boy que 1-23 a se retiré puis a se désarmé et puis ba kende na Mont Savignon na RDC et pas wapi ba kozala protéger na FARDC. Ezaya koyinda esi eyinde ozo mona ki bazo se retirer ti bazo mona ki baza na position de force comment ba ko tia bango bazonga na point de départ na ngomba na Savignon et puis baza la surveiller na FARDC na MONUSCO bo comprendre siko bandeko alors bango bazo mona lokola keza problème pona bango bongo soki bazongi kuna baya siko na processus ya DDRC processus mususu ezati baza ba terroriste toloba ke bato bakolongwa na bango ti po bango balongwa na kaka minduki bolongola bango na makasi alors menaka na kata débat oyo balobi lisusu ke totala na ba force oyo bango balobi ke bakodéloger bango na makasi. Alors, bamusuba moni kepe moi blo moi bien tezawana pona biso pourquoi bango bakutia bango na RDC et pourquoi ba donc si bon origine te pa ba utaki na Uganda Rwanda donc muta son opinion naï bandiko za débat ndeka toluba chaque fois bisoto yoka oya malamu tozwa oya mabeto commenter parce que ça débat donc muta za libre koloba to landa débat oye toki na Kinshasa bongo après to continuer mission na biso. À l'issue d'un mini-sommet hier mercredi 23 novembre à Luanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, les chefs d'État de l'Angola, de la RDC, du Burundi, l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta et le Rwanda représenté par son ministre des Affaires étrangères ont proposé une feuille de route pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC. Cette feuille de route prévoit notamment un cessez-le-feu le 25 novembre à 18h, le retrait du M23 jusqu'à ses positions initiales, la cessation de tout soutien aux groupes armés M23 FDLR ainsi que la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici une semaine en territoire congolais sous le contrôle de l'armée congolaise, de la force régionale en collaboration avec la MONUSCO. Selon le communiqué final, si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre. Quelle analyse faire des recommandations contenues dans le communiqué final de Luanda? Nous en parlons ce soir avec le professeur Nissé Muhendi. Il est professeur de géopolitique et relations internationales à l'Université catholique du Graben. Il est aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Professeur Nissé Muhendi, bonsoir. Bonsoir. Jeff Mudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'Université de Lubumbashi. Professeur Jeff Mudimbi, bonsoir. Bonsoir Madame Kéline et bonsoir à tous les co-débatteurs. Et Pierre Boisselet, il est coordonnateur des recherches sur la violence en RDC pour l'Institut Ebouteli, nouvelle structure nationale partenaire du groupe d'études pour le Congo, Jacques en sigle. Pierre Boisselet, bonsoir.
Bonsoir à tous. Cessez-le-feu le 25 novembre à 18h arrêterait des positions initiales. Si le M23 ne se retire pas, les chefs d'État de l'EAC pourront autoriser l'usage de la force. C'est l'une des recommandations issues du sommet de Luanda qui s'est tenu hier mercredi sous la direction du président angolais Joao Lourenço. On prépare à ce sommet le Congolais Félix-Antoine Tshisekedi, le Burundais Evariste Ndayishimiye, le Rwandais Paul Kagame s'est fait représenter par Vincent Biruta, son ministre des Affaires étrangères, ainsi que l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta. L'essentiel du communiqué avec vous, Honoré Misenga. Le communiqué final demande aussi le respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État de l'EAC du 21 avril et du 20 juin 2022 se rapportant au processus de Nairobi, de la feuille de route de Luanda du 6 juillet 2022 et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'état-major généraux des forces armées de l'EAC, Bujumbura, 8 novembre 2022. Les participants à cette réunion ont aussi exigé la cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés locaux et étrangers opérant dans l'est de la RDC et la région. Ils ont aussi demandé le désarmement et le cantonnement du M23 en territoire congolais sous contrôle des FARDC, de la force régionale et du mécanisme ad hoc de vérification avec la collaboration de la MONUSCO. Les chefs d'État ont demandé que la FARDC, la force régionale et les chefs d'état-major général CGS de la force régionale EAC, en collaboration avec la MONUSCO, étudient toutes les questions liées au désarmement et au cantonnement des éléments du M23 et leur soumettent des propositions à leur prochain mini-sommet, rapporte le communiqué final. Les signataires du communiqué final ont aussi recommandé la reprise du dialogue Rwanda-RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Merci Honoré Misenga. Professeur Nissé Muhendi, vous êtes professeur de géopolitique et des relations internationales à l'Université catholique du Graben. Vous êtes aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Plusieurs décisions ont été prises à l'issue du mini-sommet hier mercredi à Luanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est notamment un cessez-le-feu dès le 25 novembre à 18h, le retrait du M23 jusqu'à ses positions initiales. Professeur Nissé Muhendi, pensez-vous que le M23 va obtempérer lorsque l'on sait qu'il y a eu plusieurs appels déjà dans ce sens et que ce mouvement rebelle n'a pas répondu positivement à tous ces appels, Merci beaucoup pour la question, Madame Kelly, et je remercie encore les participants ici, Pierre Bachelet et les collègues Jeff Moudimbi. Alors, est-ce que le M23 va obtempérer? Parce qu'ici, j'ai bien l'impression qu'il y a de la poudre aux yeux dans cet accord, mais en même temps, ça sera une sorte d'humiliation supplémentaire pour la RDC. Je vais m'expliquer. Alors, il y a une résolution qui dit, par exemple, que le M23 doit se retirer des zones occupées et retourner aux positions initiales. Et ces positions initiales sont localisées à Sabinyo, donc en territoire congolais. Déjà ici, donc la définition de ces positions initiales, apprenant Sabinyo plutôt que les positions que le M23 occupait en Ouganda, c'est une sorte de demi-victoire pour le M23. Mais en même temps, on dit le M23 doit se désarmer et se cantonner en territoire congolais sous le contrôle des FARDC, des forces régionales, etc. Alors, qu'arrivera-t-il si le cessez-le-feu n'est pas observé par le M23? Si le M23 refuse de se désengager, parce que ici je trouve quand même que les États de l'EAC qui sont censés désarmer de force le M23, au cas où ils refusaient d'obtempérer, sont aussi quelque part des alliés du M23, ou du moins pour certains d'entre eux, le Rwanda, l'Ouganda. Et ces alliés trouveraient probablement un compromis qui pourrait être en faveur de la RDC ou en faveur du M23. Alors, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya sont des alliés de longue date au sein de l'EAC. Ils deviennent aussi alliés à la RDC, nouvellement alliés à la RDC. Donc, ils auront apaisé certainement les intérêts qui les lient depuis longtemps et qui pourraient les amener à trouver un compromis autour du 1-23, peut-être à la faveur du 1-23, qu'à la faveur de la RDC. Donc, pour ça, je pense qu'il ne faut pas être déjà naïf et commencer à jubiler. Il faut d'abord observer ce qui va se passer. Mais j'ai une autre raison qui me pousse à développer ce genre d'analyse que certains pourraient trouver pessimiste. Alors, il est dit par exemple au point F, une recommandation qui dit cessation de tout soutien politico-militaire au M23 et à tous les autres groupes armés. Et en même temps, à la résolution G,
On cite les FDLR, les Red Tabara, les EDF qui doivent aussi immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement inconditionnel, conformément au terme du processus de Nairobi. Je me demande ici si ces groupes armés ont été invités, parce que j'ai l'impression que les communiqués, qu'un accord trouvé, statut pour les absents. Et c'est dommage puisqu'on sait comment le Rwanda exploite toujours le prétexte de la présence des FDLR en RDC. Et donc ça pourrait servir pour une nouvelle saison des agressions du Rwanda ou de la relance de la guerre du 1-23 en prétextant sur la présence des FDLR qui n'auront pas eux non plus désarmés. Surtout ici qu'il n'y a aucune contrepartie du genre les 1-23 dont les FDLR cessent les hostilités, se cantonnent en territoire rwandais, par exemple, et obtiennent une négociation avec le gouvernement rwandais. Donc, il y a beaucoup de chances que les FDLR ne désarment pas, que les EDF ne se sentent pas concernés par cet accord, et par conséquent, il y a une raison pour le M23 de reprendre les armes. Le M23 a aussi réagi, je vous complète professeur, pour dire qu'il n'est pas concerné par ce document des Luanda, puisque il n'était pas présent à la table des négociations. Voilà, mais au moins lui avait un parrain à la table des négociations, ce qui n'est pas forcément le cas pour les EDF, par exemple. Vous pensez, professeur, que ces recommandations issues de ce mini-sommet de Luanda ne seront pas appliquées ou respectées par le M23? Il pourrait ne pas les respecter. Parce que, je le dis pourquoi, parce qu'en fait ici, ces dispositions accordent une demi-victoire au M23. C'est le M23 qui réclamait toujours de négocier en bilatéral avec le gouvernement congolais. Et donc, si ces accords lui permettent de négocier en bilatéral pour négocier son retour en RDC, il aura gagné. Mais déjà, le fait de demander un cessez-le-feu au gouvernement congolais et à un groupe armé sur le territoire congolais et de décider d'une zone tampon entre un groupe armé et un gouvernement légal sur le territoire congolais, c'est comme un échec pour la RDC qui jusqu'ici refusait toujours de négocier et qui a d'ailleurs qualifié le M23 de groupe terroriste pour dire qu'il ne pourrait pas négocier avec le M23. Maintenant, il est en position où il sera obligé, le gouvernement congolais sera obligé de négocier avec le M23, de l'inclure dans le processus de Nairobi et de poursuivre les négociations 60 jours plus tard avec son parrain rwandais qui pourrait ici s'assurer des intérêts du M23. L'absence du président rwandais à ce mini-sommet pourrait signifier quelque chose, professeur Nissé Muhendi? Bien évidemment, dans la diplomatie, si vous envoyez un ministre dans un sommet des chefs d'État, au lieu d'y aller vous-même, ça montre que vous y accordez peu d'importance. En tout cas, moins d'importance que d'autres priorités. Selon le communiqué final, si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour les pousser à se soumettre. Est-ce que ce n'est pas une façon de contraindre ce groupe terroriste, comme qualifié par le gouvernement congolais, de déposer les armes, de se soumettre? Tout dépendra, selon moi, de l'appréciation par ces États de l'EAC de leurs intérêts. Donc, des intérêts qui peuvent avoir à préserver ou aménager le Rwanda, qui est un allié de longue date au sein de l'EAC, ou à choisir plutôt de défendre les intérêts de la RDC, qui est un nouvel allié. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et lorsqu'on prend l'histoire de toutes ces négociations, donc je m'excuse parce que j'ai écrit un article intitulé « Négocier la paix en position de faiblesse », analyse structurale des accords de paix négociés entre la RDC et les groupes armés entre 1997 et 2014. Et de manière structurelle, on sent que la RDC a toujours négocié en position de faiblesse. Ça a été le cas en mars 2009 lorsqu'il a accepté de faire des concessions au CNDP une année après une négociation qui impliquait pourtant tous les groupes armés, mais où le CNDP a réussi à se mettre en exergue en obtenant un accord bilatéral avec le gouvernement. Ça a été aussi pareil avec le RCD en 2003 et c'était pareil à Lusaka où la RDC avait encore accepté à genoux de mettre finalement l'exigence d'organiser un dialogue interne avant le retrait des troupes étrangères. Donc la RDC a toujours négocié en position de faiblesse et je pense que c'est cette faiblesse que le M23 pourrait encore exploiter ici parce que ici, pour le cas d'espèce, cet état de choses s'obtient après une épreuve de force en défaveur de la RDC.
Professeur Jeff Mudimbi, vous êtes professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Quelle analyse vous faites des recommandations contenues dans le communiqué final du mini-sommet des Luanda, notamment à cessez-le-feu dès le 25 novembre à 18h, le retrait du M23 jusqu'à ses positions initiales, la cessation de tout soutien au groupe armé M23 FDLR, ainsi que la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Bien, merci beaucoup, madame, pour la question que vous venez de me poser. Voici comment se présente ma lecture de fait. Il s'avère d'abord que à ce mini-sommet, presque toutes les parties étaient représentées, nonobstant l'absence du président rwandais, mais il a été tout de même représenté. Alors, cette absence du président de la République a des significations bien entendu, mais peut-être cela pourrait être expliqué par l'absence ou encore par son agenda chargé au niveau de son pays. Et il s'agit tout simplement d'une hypothèse que j'aimais. Mais le fait que presque toutes les parties soient représentées, ça donne une lueur d'espoir que cette fois-ci peut être la bonne. De parler bel et bien au conditionnel. On a un petit souci avec votre ligne, professeur Jeff Mudimbi. Oui, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger un peu pour améliorer la qualité de la ligne. Allô? Oui, allô? La ligne n'est toujours pas bonne. La réalisation essaie de vous rappeler, parce que on vous suit très difficilement. Pierre Boisselet, coordonnateur des recherches sur la violence en RDC pour l'Institut, et Bouteli, une nouvelle structure nationale partenaire du groupe d'études pour le Congo, GEC en sigle. Votre lecture sur les recommandations issues du mini-sommet de Luanda. Merci. Alors, je pense personnellement que, d'une part, je pense que c'est une avancée pour la diplomatie congolaise, mais tout en restant un peu sceptique sur ses chances de résoudre le problème. Donc, je peux détailler un tout petit peu. Ce que je vois comme une avancée pour la diplomatie congolaise, c'est ce principe d'une utilisation de la force régionale pour contraindre le M23, qui, je pense, est relativement nouveau, ou en tout cas, il y avait différentes interprétations du rôle que devait jouer la force régionale dans cette crise jusque-là. On parlait parfois de force d'interposition, etc. Bon, dans cet accord, il est clair qu'au moins les chefs d'État présents soutiennent ce principe d'une utilisation offensive de la force régionale contre le M23, et voilà, c'était la position du Congo, donc c'est là où je parle d'avancée. Maintenant, là où on pourrait avoir peut-être un peu plus de réserve, c'est dans le fait que, ça a été rappelé que le M23 lui-même n'était pas présent, donc il considère que ça ne l'engage pas. Vous aviez relevé aussi avec le prof Mugendi que le président rwandais Paul Kagame n'a pas fait le déplacement. Il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, et donc voilà, ça aussi, ça peut avoir une signification quant à savoir à quel point le Rwanda se sent véritablement lié par cet accord. Une autre limite que je vois, c'est que le Kenya n'était pas représenté en tant que tel lors de ce mini-sommet. Alors, pourquoi est-ce que c'est une limite? Parce que, essentiellement, dans le cadre de la force régionale, c'est essentiellement son armée, l'armée kenyane qui est déployée dans le petit nord de la province du Nord Kivu, donc la zone où intervient le M23. Donc c'est l'armée kenyane qui serait, dans le cas hypothétique où l'offensive soit annoncée, c'est son armée qui devrait mener cette offensive. Alors le fait que le chef d'État kenyan lui-même n'était pas là, ça pose un petit peu peut-être question sur à quel point est-ce que ce pays-là va se sentir lié par cet accord. Et en tout cas, ce qu'on peut dire, à mon avis, c'est que d'une certaine manière, cet accord renvoie la balle dans le camp de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la force régionale notamment, et sera un test à sa crédibilité et à sa détermination à mettre la pression éventuellement sur le M23 si nécessaire. Le M23 continue à demander des négociations
direct avec le gouvernement congolais. De son côté, ces derniers catégoriques par rapport à une négociation avec le M23. Pensez-vous, Pierre Boisselet, qu'une rencontre M23 gouvernement pourrait être la solution pour mettre fin à ces hostilités ou à cette guerre dans la province du Nord Kivu? Alors d'abord, je pense que l'accord qui a été signé hier accepte, voire même encourage l'inclusion du M23 dans des discussions plus globales dans le cadre du processus de Nairobi. Simplement, ce principe-là est mis en avant et accepté, mais dans la condition dans laquelle le M23 se soumettrait à toutes les conditions qui lui sont faites, et notamment le retrait de certaines de ses positions, sa démobilisation, etc. Donc il y a ça. Alors ensuite, est-ce que des négociations directes entre le gouvernement congolais et le M23 pourraient être utiles? Je pense que tout dépendra du rapport de force sur le terrain. Je rappelle peut-être que lors de la précédente résurgence du M23 en 2012-2013, il y avait eu des discussions et il y avait eu un accord. Mais ça s'était accompagné par une pression à la fois militaire de la part de la brigade d'intervention de la MONUSCO contre le M23 qui était très très forte, et aussi des pressions diplomatiques de la communauté internationale très fortes aussi sur les soutiens du M23 et notamment du Rwanda. Donc voilà, donc je ne sais pas si une discussion en tant que telle suffirait, mais peut-être dans un cadre plus global qui inclurait une pression militaire et des pressions diplomatiques. Là, ça pourrait être utile. Bon, une réserve de taille, quand même. Cependant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a le degré de confiance qui peut exister aujourd'hui entre le M23 et le gouvernement congolais est extrêmement faible. Donc, quand bien même il y aurait des discussions, je ne sais pas à quel point il y aurait de la sincérité dans l'application d'un éventuel accord qui en serait issu. Professeur Jeff Mutimbi, vous êtes en ligne? Oui, Madame Kelly, je vous suis. Vous avez la parole, professeur. Vous étiez en train d'analyser les recommandations contenues dans le communiqué final de Luanda. Merci beaucoup. Alors, je disais ceci que s'agissant du mini-sommet, étant donné que presque toutes les parties étaient représentées, nonobstant l'absence du président du Rwanda, qui était bien entendu aussi représenté. Allô, professeur? Allô, professeur? Professeur Jeff Mutimbi, est-ce que vous nous suivez? Je crois que nous l'avons perdu. La réalisation va essayer encore une fois de plus de le rappeler. Professeur Lycée Muhendi, il y a un auditeur qui nous écrit depuis Kisangani. Il s'appelle Rémi Lokonga qui dit ceci. Ce n'est pas la première fois qu'un accord cessez-le-feu puisse être signé depuis le début de l'offensive du M23, mais sur le terrain, les choses n'ont jamais évolué. Il est tout à fait regrettable de voir les chefs d'État de l'EAC donner un ultimatum aux rebelles du M23 à déposer les armes en lieu et place de les combattre directement aux côtés des FARDC, contrairement à ce que les autorités nous ont toujours dit. À mon avis, je ne vois pas cette force parvenir à neutraliser ces rebelles du M23 au cas où ces derniers refuseraient d'obtempérer à cet ultimatum. Ah oui. L'auditeur souligne le fait que le groupe M23 est effectivement le plus choyé de l'histoire récente de la RDC. Et ce groupe le plus choyé continue à causer de plus grands problèmes à la RDC. Donc, pour rappel ici, le M23, et ici je ne suis pas très d'accord avec la lecture de Pierre Boisselet là-dessus. Le M23, en 2013 plutôt, il s'était autodéfait le 5 novembre 2013. Lui-même a signé une déclaration en disant qu'il se dissolvait. Et c'était justement à l'issue de sa défaite militaire sous la pression des FARDC conduite par Mamadou et des forces onusiennes, FID. Alors, ce M23 qui venait de s'autodéfaire le 5 novembre a été quelque part ressuscité par le gouvernement congolais lui-même le 12 décembre 2013, donc un mois plus tard, par le gouvernement congolais à l'occasion de la journée nationale du Kenya. Ça s'est passé au Kenya.
Et c'est là que je trouve d'ailleurs une grave anomalie, comment le gouvernement congolais est allé jusqu'à ressusciter un groupe armé qui s'était déjà autodéfait. Donc, je suis d'accord avec cet auditeur que le M23, il avait négocié, son ancêtre avait aussi négocié, c'était un DP et autres, et malgré tout cela, il n'y a pas eu de solution. Et actuellement, on choisit d'abord de menacer, de s'engager, d'engager des hostilités contre le M23, en lui demandant d'abord de se retirer et en mettant l'accent sur la possibilité de trouver une solution négociée. Et donc, ici, encore une fois, c'est cette habitude acquise de par les années que ce groupe est toujours capable d'obtenir des concessions de la part du gouvernement qui les pousse à reprendre les armes et que moi j'appelle de la négomanie pour le gouvernement congolais qui aime les solutions négociées. Donc en décembre 2013, il avait par exemple accepté d'envisager d'amnistier certains membres du M23 d'un groupe déjà autodéfait, qui s'était autodissous. Il avait aussi envisagé le cantonnement. Donc le gouvernement congolais a pris des engagements, même si c'était sur un axe séparé. C'est le même accord qu'il refusait de signer lorsqu'il faisait la guerre au M23, qu'il a accepté de signer, donc de manière un peu bizarre, qu'il a accepté de signer de manière séparée. Il y a eu un axe d'engagement signé par le gouvernement congolais et un axe d'engagement signé par le M23. Donc, cette culture de la négomanie de la part du gouvernement congolais encourage les groupes armés à prendre les armes. Et les alliés actuels de la RDC emboîtent ils commencent par là. Ils ménagent d'abord un peu le M23. Ils lorgnent sur la possibilité d'implanter une solution négociée avant éventuellement d'utiliser la force. Alors, si du côté de la RDC, c'est une manière d'atteindre des résultats sans coût, ça serait une bonne chose, parce que c'est aussi une stratégie. Mais si c'est une manière de se dire, bon, on a trouvé une solution et puis on replonge dans la distraction au lieu de construire une solution durable qui permettra à la RDC de décourager toute tentative d'un groupe de gens à prendre les armes pour lui arracher des concessions, ça serait mal parti. Professeur Jeff Mudimbi, la réalisation me signale que vous êtes de nouveau en ligne. Vous nous suivez? Oui, je suis en train de suivre, madame. Alors, vous avez la parole, professeur. J'espère que cette fois-ci, ça va plus couper. Je pense que cette fois-ci sera la bonne. Bien, je disais ceci, madame, que le fait que cette fois-ci, à ce mini-sommet, presque toutes les parties étaient représentées, et cela donne une lueur d'espoir que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que même si le président Kagame n'était absent, mais il était représenté. Et l'absence du président de la République peut aussi être interprétée, du président rwandais peut être interprétée de différentes manières. Mais de bonne foi, nous pouvons peut-être conclure que c'est par rapport à son agenda qui était beaucoup plus chargé, c'est ainsi qu'il s'est fait représenter. Mais je note aussi que ce sommet n'a pas un caractère contraignant. Et il n'est table que sur la bonne foi ou la bonne volonté des participants. La preuve, c'est que dans le communiqué final, il est dit au cas où le M23 refusait de se désengager, alors à ce moment-là, on recourra à la force. Donc c'est aussi une possibilité, une alternative qui nous montre à suffisance que le M23 peut ne pas être d'accord, peut ne pas s'impliquer dans cet accord-là. Je voulais dire ceci, qu'un mouvement rebelle, et je pense qu'il ne peut entendre que le langage de la force. Et personnellement, je dis ceci, qu'il serait très imprudent de penser que lorsque un léopard vous montre ses dents, qu'il vous sourit. Alors, le M23, en tant que mouvement rebelle, ne peut entendre que le langage de la force. Et dans les conditions qui sont les nôtres, est-ce que le gouvernement congolais s'est-il vraiment présenté ou va-t-il se présenter dans les négociations futures dans une position de force? Moi, je dis non. Or, dans les négociations, ce qui est recherché, c'est une situation mutuellement acceptable. Et quand on y va dans une position de force, il y a de très fortes chances que l'on puisse subir la loi des autres. Et c'est ainsi que, personnellement, tout en souhaitant que réellement on arrive à une situation mutuellement acceptable, mais je crains
que l'on arrive à résoudre seulement le problème, mais la cause même des problèmes reste encore intacte. Donc le mieux à faire serait vraiment d'aller creuser pour dénicher les véritables causes ayant conduit le M23 à prendre les armes. Et quand on résout ces causes-là, quand on démantèle ces causes, alors à ce moment-là, nous pouvons espérer résoudre cette affaire de manière tout à fait permanente et beaucoup plus efficace. Parce que pour le moment, quand on demande à ce que le M23 cesse les armes et puis se replie jusque dans sa position initiale. Alors la position initiale, c'est-à-dire où? Est-ce que la position initiale c'est le Rwanda ou bien c'est la RDC? Et on demande encore à ce même mouvement-là d'être sous le contrôle des FARDC. Madame, c'est à ce niveau-là que j'estime que l'accord a encore un peu de faiblesse. Comment se fait-il que ce mouvement-là, qui pense peut-être atteindre ses objectifs, peut accepter de se soumettre à une force opposée à elle? Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à revoir, il y a encore beaucoup de choses à redire si réellement nous voulons aboutir à une solution durable. Mais dans les contextes qui sont les contextes actuels, nous pouvons peut-être dans un bref temps, dans un bref délai ici, obtenir la paix tant souhaitée, mais tant qu'on n'aura pas résolu le vrai problème, il n'est pas exclu que dans les jours à venir, que l'on apprenne encore que le M23 a encore récupéré les armes et fait encore la guerre à notre pays. Alors, il y a un auditeur qui aborde un peu dans le même sens que vous, c'est Gabriel Ekwalanga depuis Bukavu, qui dit ceci: je trouve qu'il y a trop de confusion dans l'esprit de cet accord, puisque quand le M23 va se retirer près de Goma pour aller occuper ses positions initiales, je me demande si ces positions initiales sont au Congo ou bien en dehors du territoire national. Ces résolutions de Luanda me semblent être en faveur de Kigali, vu les libellés de ces accords. Il vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, professeur Jeff Mudimbi. Oui, mais merci beaucoup, madame, parce que position initiale, ça reste indéterminé. Vraiment, on ne détermine pas, il y a un flou qui est orchestré, et parce que nous pensons que ce mouvement-là est né au Rwanda, mais le Rwanda, parce qu'il se cache derrière ce mouvement, peut dire que c'est vraiment un mouvement congolais, alors il est à situer où exactement? Alors, nous serons en train d'entretenir un mouvement rebelle, alors que l'idéal est celui de son démantèlement total pour que la population de l'Est du pays vive quand même dans la paix et que si cette paix est retrouvée, on peut facilement concevoir et les projets de développement et envisager leur mécanisme de mise en application. Donc, il y a vraiment un peu de confusion et je me demande si c'est stable que sur la bonne foi pour amener le M23 à se soumettre au FARDC, à se soumettre à la MONUSCO, à se soumettre à la force des États de l'Afrique de l'Est. Donc, on a un peu tout ça qui gêne un peu. Et c'est pourquoi j'insiste en disant, lorsque un léopard vous montre les dents, il serait imprudent de vous sourit. Merci, professeur Jeff Mudimbi. On va ouvrir le standard pour prendre ces nombreuses réactions des auditeurs. Professeur Nissem Wendi, on va se rendre à Beni au Nord Kivu pour écouter cet auditeur. Fabrice Ambeli, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Après une lecture minutieuse des différentes résolutions prises à l'issue de ce sommet, c'est avec regret que nous constatons que la plupart des résolutions sont en défaveur de la RDC et pas ricochées en faveur du Rwanda, voire même de la communauté internationale. Surtout lorsque vous allez à l'article 8.1 de l'accord en question, on se demande à quel objectif les zones occupées par les M23 après les retraits, et ces zones seront sous le contrôle de la force régionale et non pas de nos forces loyalistes. En plus, il s'observe un flou, il y a de l'obscurité par rapport au concept employé dans les dits accords. Parce qu'on ne comprend pas si lorsqu'on parle par exemple du retour du M23 dans leur zone initiale, si on fait allusion à l'intérieur de notre pays ou carrément du Rwanda. Parce que sur le plan diplomatique, cela dit autre chose. Vous comprenez que c'est aberrant lorsque les géants Congo se laissent piller devant une petite nation comme le Rwanda.
Brève réaction, professeur Nissé. Alors, l'auditeur a raison d'estimer que tous ces accords s'obtiennent en défaveur de la RDC, en citant notamment la zone initiale que l'on indique ici pour la 1-23 et qui est localisée en territoire congolais. Ça signifie en clair que le 1-23, qui était déjà défait, autodéfait en 2013, a réussi à se trouver une zone, entre guillemets, initiale en RDC, alors qu'il n'en avait plus depuis 2013. Et on peut raconter toute l'histoire de ce retour, du retour de 1-23 en RDC, lorsqu'ils disent avoir été invités par le président congolais Tshisekedi en 2019, fin 2018, parce qu'il voulait, dans 2019, et qu'il les aurait invités à Kinshasa pour envisager, discuter de la possibilité de trouver solution à leurs préoccupations. Donc c'est tout cela, c'est toute cette négomanie de la part du gouvernement congolais qui donne les ailes finalement aux groupes armés, donc au M23 en premier. Pierre Boisselet, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa. Junior Bompongo depuis Kinshasa. Ce le fait alors que le Rwanda, pays soutenant les rebelles du M23, n'est pas désigné comme agresseur. Le gouvernement congolais vient de retomber dans le même piège du Rwanda qui ne cesse de considérer que la guerre de l'Est de la RDC est congolo-congolaise. Et par là, il faut s'attendre que les rebelles du M23 pourraient aussi répondre à leur position en cas de non-respect des engagements de la part du gouvernement congolais. In fine, une trêve pour faire passer, pour accepter toutes les exigences des agresseurs n'est qu'une pile la mer que seuls ceux qui sont pour le complot de balkaniser la RDC peuvent applaudir. Ainsi nous disons, nous venons de perdre cette bataille diplomatiquement parlant. Pierre Boisselet, commentaire. Oui, donc, bon, comme je l'avais déjà dit un petit peu de manière antérieure, je ne partage pas tout à fait cette analyse. Je pense que il y a certains aspects de cet accord qui sont favorables aux positions de la RDC. Maintenant, comme je l'ai dit aussi, je ne pense pas que cet accord-là va résoudre le problème en lui-même. Simplement, à mon avis, ce qu'il faut aussi analyser dans cette histoire, c'est le rapport de force. Aujourd'hui, le M23 a pris des territoires importants avec plusieurs villes significatives depuis un peu plus d'un mois maintenant. Il a étendu son territoire de manière considérable. Malheureusement, les FARDC ne se sont pas trouvés en capacité de les en empêcher et de les repousser. Alors, comment est-ce qu'on renverse maintenant ce rapport de force de sorte que on puisse trouver un accord qui ne soit pas défavorable à la RDC? Donc, selon moi, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que je disais qu'il y avait un progrès. Parce que dans le cadre de cet accord, et bon, il faut voir si ça sera confirmé par la communauté d'Afrique de l'Est en tant que telle, et surtout par le Kenya. Mais en tout cas, dans le cadre de cet accord, il est annoncé que la force régionale devrait faire usage de la force contre le M23 s'il ne respecte pas l'injonction qui lui est faite de reculer et puis de se démobiliser. Alors, ça signifie au moins en théorie que le rapport de force évolue un peu plus favorablement du côté de la RDC, puisqu'elle pourrait au moins théoriquement se voir, disons, adjoindre cette force de l'AC, notamment son contingent kényan. Et je rappelle que jusqu'à maintenant, en tout cas, selon moi, il y avait un flou sur ce que le contingent kényan était censé faire face au M23. Et il était question d'être une force d'interposition. Alors, il y a cette mention de la zone tampon qui est faite effectivement dans cet accord, qui peut paraître comme une réserve. Dans la manière dont c'est formulé, ça apparaît comme étant quelque chose de transitoire. Professeur Jeff Mudimbi, on va prendre aussi pour vous très rapidement cette dernière réaction qui nous vient de Kinshasa aussi.
grâce Kalaki-Ville, province de Kinshasa. Cette organisation des pays de l'Est est en train de distraire les Congolais, car la plupart des agresseurs congolais sont ces pays de l'Est. Nous ne pouvons pas résoudre ces problèmes en invitant les ennemis à venir nous aider. La paix est un problème congolais et nous devons nous assumer seuls sans attendre la solution ailleurs. Je demande aux autorités de ne pas surtout dialoguer avec le M23. Professeur Jeff Mudimbi, brève réaction. Ok, merci beaucoup, madame. Je rejoins bien notre compatriote. L'analyse qu'il vient de faire là est vraiment plausible. Lorsque nous regardons l'histoire de la RDC, et notamment l'histoire de rébellion, il vous conviendra que la plupart de nos pays voisins là, sont ceux-là qui ont abrité des rébellions. Nous avons le Burundi, nous avons la Tanzanie, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda. Alors, face à cela, on peut toujours développer un certain pessimisme. C'est ainsi que je pense que la RDC doit cesser de trop s'alarmer. Il est grand temps. Nous avons des ingénieurs, nous avons des écoles, des facultés de polytechniques. C'est le moment que le pays prenne courage d'envoyer certains Congolais à l'étranger, que l'on puisse aussi étudier la technologie des autres et qu'à l'intérieur, ici même si on nous bloque par exemple pour la possession des armes, à l'intérieur que nous puissions être à mesure de fabriquer nous-mêmes des armes lorsqu'il y a, en cas d'agression, que nous soyons à mesure de nous défendre. Parce que tous ces pays-là, quand ils viennent en RDC, ce n'est pas parce qu'ils aiment tellement la RDC, ils ont des intérêts à préserver. Et lorsque ces intérêts-là ne seront pas garantis en RDC, ils ne tarderont pas à nous tourner les dos. C'est pourquoi, comme le compatriote venait de le dire, pour le moment, nous devons bien entendu compter sur nos propres moyens, nos propres efforts et la volonté de nos compatriotes de pouvoir libérer la RDC de tous ces agresseurs et de tous les pays voisins qui nous montrent les dents, mais en réalité, ils sont là pour travailler à notre défaveur. Merci, professeur Jeff Mudimbi. Avant de vous donner la parole pour la conclusion, un rappel de notre thème de ce soir pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'issue d'un mini-sommet hier mercredi 23 novembre à Luanda sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les chefs d'État de l'Angola, de la RDC, du Burundi, l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, et le Rwanda représenté par son ministre des Affaires étrangères ont proposé une feuille de route pour le retour de la paix dans cette partie de la RDC. Cette feuille de route prévoit notamment un cessez-le-feu dès le 25 novembre à 18h. À 18h, voilà, le retrait du M23 jusqu'à ses positions initiales, la cessation de tout soutien aux groupes armés M23, FDLR, ainsi que la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC devant mener à la normalisation des relations diplomatiques. Le M23 est appelé également à se désarmer et à se cantonner d'ici une semaine en territoire congolais sous le contrôle de l'armée congolaise, de la force régionale, en collaboration avec la MONUSCO. Selon le communiqué final, si le M23 refuse de se désengager, les chefs d'État de l'EAC instruiront la force régionale à faire usage de la force pour le pousser à se soumettre. Quelle analyse faire des recommandations contenues dans le communiqué final de Luanda? Professeur Lycée Mouhendi, je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique et relations internationales à l'Université catholique du Graben, aussi directeur du bureau Centre d'études sur la paix et la sécurité. Ça sera votre conclusion. Comment vous entrevoyez la suite des événements? Alors, moi, je pense que la solution durable pour la RDC, la clé d'une solution durable se trouve dans la leçon interne que notre pays peut tirer de ce cessez-le-feu, de tous ces événements, de tous ces accords signés en position de faiblesse. Je conseille à la RDC de construire un système de défense efficace qui lui permettra d'éviter d'être continuellement humilié par de petits groupes armés qui lui imposent des négociations, parce qu'il a tous les moyens d'être une puissance, toutes les ressources, d'être plus puissante que ses voisins qui soutiennent les groupes armés à l'interne. Pierre Boisselet, coordonnateur de recherche sur la violence en RDC pour l'Institut Ebouteli, nouvelle structure nationale, partenaire du groupe d'études pour le Congo. Votre conclusion? Moi, je pense que cet accord-là ne sera pas la fin de l'histoire. C'est une étape. C'est une étape dans ce bras de fer qui est engagé.
entre le gouvernement congolais, le M23 et le Rwanda. Et donc, ce qui, à mon avis, sera intéressant à observer dans les semaines et les mois qui viennent, c'est comment va se positionner la force régionale dans cette question. Est-ce que véritablement elle sera en mesure de mettre la pression, y compris militairement, en attaquant le M23 si besoin? C'est ce que j'attends de voir. Merci Pierre Boisselet, professeur Jeff Mudimbi, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Lubumbashi. Comment vous entrevoyez la suite des événements, professeur? Madame, je refuse toute spéculation. Le 25 à 18h, c'est déjà bien. Et je préfère bien attendre, patienter, qu'on voit à partir de demain comment sera la nouvelle configuration. Si réellement les choses ne marchent pas dans le sens de l'accord, il est souhaitable et il est grand temps que la RDC revienne sur ses empreintes de stratégie qui est nécessaire et utile pour lui permettre, même en cas de négociation future, d'y aller tête haute, pas d'y aller dans une position de faiblesse. Merci, professeur Jeff Mudimbi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Alors, bandeko tolandi biso nyonso tolandi ba réaction ya ba professeur batndena nde pito ki peuple benenga bengi ba invent batu oyo il faut baluka stratégie mo makasi pona kosisa likambo libela parce lelo bokozongisa bango place wana bango baza d'accord te bakesu bajisu ba arme ba ili susu. Pourquoi Rwanda kaka ba occuper na Rwanda? Parce que bandeko tosalerete. Rwanda bazana kanda kusakanti ba dépenser mingi. Ba yaka kope ko simba to vandeli ba minere pona libera to boto li kote wana. Mena ba yeko mona ke force ba yeko bengana bango. Alors, maintenant, dans la situation d'Ingeza. Sommes la bandeko. Alors, si au moins les choses après des années 1-23 Moussebi, bande Moussouba pesi dato luka, idée au final, et makambo ezonga le souti. Alors, maintenant, 1-23 bazomwa le col échec. Yangwana bazana kanda, bango ba se retirer, ba désarmer, place Burkina Savignon, ba kozala sous contrôle ya FARDC. Y'a tout le monde ba on dit matin, ba olongwata. Bango ba kolongwana masasi. Il n'écoute que les armes. Sobo la bango ba kolongwa. Non, bande obo on dit melanga. Bateau yo. Et ça moi passe une semaine pour babima. C'est ça le fait bandimi. Mais pour balongwa wana bango ba mona ngofu. Non, ils a bongoti. Donc, surtout comprendre, bah, à la guerre entre armée kenyane, FARDC, na bango ba 1-23. Voilà ma commande gozala. Ils seront délogés. Yango bazo senga bango, été, bango, babima, ba quitter. Voilà la situation d'Ingeza. Alors, bandeko, armée kenyane, samedi, il y a 2 avions. Moko memba arme, moko memba soda. Pourquoi ma kamango est comme ça? Yibi ke bango ba okendete. Ba condition ba poser na Rwanda tala bandeko. Nandenga boyepe na ko tala bango bato ils écoutent que les armes. Tout qui ba débattre wana. Motamuto pesa ba idée nde ka to lobaki wa bionzi o moni bien te pe commenter ka ko tsepe ba commenter. Situation tout ça nango. To linginde tek to mon suba 1-23 musuba sala suka ba kindi. On en a marre. Alors, peuple a souffert. Alors, maintenant Rwanda na 1-23 ba mulo ko ba échec. Yango bazana kanda. Va se retirer. Va que nous vendre à côté d'un point de départ.
mais point de départ on peut bamoni ke eza na RDC bandeko mosusu balobi ke eza en défaveur à RDC. Et maintenant bango bakondima PDDRC wana na Nairobi, point d'interrogation, parce que kuna masolo eza ya PDDRC yango wana so tali yango omona ke bato oyo bitumbe koyaka kabako bimisa na makasi. De toute façon les rebelles bayoka ka minduki bandeko sepa rebelle mawatu. Alors bandeko nanga to comme na fait mission to komotika débat au bino bo commenter bo continuer ko s'abonner massivement bo partager. Au revoir, à la prochaine.